Monsieur, bienvenue au débat sur Camilleos 24. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, accueille les 17 et 18 mai prochains une conférence économique internationale sous le thème Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Près de 500 participants, ministres, représentants des institutions de développement en Afrique et dans le monde, chefs d'entreprise, investisseurs et financiers vont réfléchir sur les moyens à mettre en place pour booster la croissance économique et partant le développement du Cameroun. Nous saisissons donc le prétexte de cette grande messe du monde des affaires et de la finance pour échanger sur les enjeux de cette rencontre. Dans cette édition, nous allons également parler de l'unité au Cameroun à la faveur de la 44e édition de la fête à elle consacrée. Forces de défense et forces vives de la nation ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale. C'est sous ce thème que les Camerounais vont célébrer leur vivre ensemble. Nous ne passerons certainement pas à côté de l'affaire des indemnisations au port en eau profonde de Kribi. Voilà, pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Franck Kissi, qui est secrétaire général du Cameroun People Party. Bonsoir, monsieur Franck Kissi. Bonsoir Thierry. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur notre plateau. Plaisir partagé. On sait également que la question de la sécurité était au cœur des échanges samedi dernier au Nigeria. On a appris que Boko Haram a suffisamment reculé, mais le combat est loin d'être fini. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre? Écoutez, effectivement, Boko Haram est affaibli, mais Boko Haram peut encore porter des coups. Donc il est important de poursuivre les efforts pour arriver à son éradication. Mais beaucoup plus important, il faut relever que les facteurs qui ont favorisé le développement de Boko Haram subsistent, notamment les facteurs politiques et socio-économiques, qui, pour l'essentiel, peuvent se résumer au mot de l'exclusion, au mot de la marginalisation. En ce qui concerne notamment le Cameroun, il faut dire qu'il y a une situation humanitaire qui est plus que préoccupante, sur laquelle, malgré le déploiement de l'ensemble des organismes onusiens, il reste encore beaucoup à faire. Donc c'est un des aspects sur lesquels les gouvernements devront se mobiliser. Je rappelle juste que pour le Cameroun notamment, en 2015, il était prévu un certain nombre d'efforts financiers avec le soutien de la France pour prendre en charge ce défi humanitaire, mais seulement le tiers de cette somme a été mobilisé. Donc l'importance de telle rencontre, c'est à nouveau de mobiliser ces pays partenaires pour qu'ils nous aident à trouver les fonds nécessaires pour gérer efficacement cette menace. Donc, pour vous, beaucoup de choses ont été faites jusqu'à présent. Oui. On ne peut pas parler d'un sommet pour rien, comme m'a laissé entendre une certaine opinion. Non, ce n'est pas un sommet pour rien. D'abord, sur la forme, il faut se féliciter. Parce que vous savez que le CPP dès 2013 avait demandé que M. Biya invite ses pairs dans la sous-région pour qu'ensemble, ils prennent la mesure du phénomène, développent une stratégie avant d'aller maintenant vers des partenaires internationaux. Donc nous nous félicitons que ça fait un an que M. Bouhari est là. Et il a manifestement appliqué ce qui relève du bon sens d'un point de vue stratégique en consultant d'abord ses pairs et ensuite en invitant l'ensemble de la sous-région CEMAC et CEDEAO pour réfléchir sur ce phénomène. Donc sur la forme, c'est bien, parce que ça permet de consolider un peu un certain nombre de partenariats, d'alliances stratégiques au niveau sous-régional. Mais aussi, c'est bien sur la forme parce que ça associe et ça rappelle un peu les engagements de ces puissances-là. Donc, ce qui est important maintenant pour les opinions publiques et pour les forces politiques comme les nôtres, c'est de suivre l'application effective de ces résolutions. Parce qu'il faut dire notamment qu'au niveau de la force multinationale, ce n'est pas tout ce qui avait été pensé, tout ce qui avait été conçu, qui est effectivement mis en œuvre. Donc, il faut rappeler aux États leurs engagements. Je pense au Bénin qui avait promis 1500 hommes qu'on n'a jamais vus jusqu'ici. En tout cas, on aura certainement le temps d'en parler sur un autre plateau. Le temps pour moi de présenter M. Edouard Yetian, bien qu'on ne le présente plus sur le plateau du débat sur Camilleos 24. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir et bienvenue. Merci Thierry. Salut à M. Franck Kissi et surtout bon après-midi à vos très nombreux téléspectateurs. On sait également que vous avez suivi cette actualité avec beaucoup d'intérêt parce que l'attention des Africains était carrément focalisée du côté d'Abuja. C'était un sommet suffisamment important parce que le premier s'était tenu il y a quelques mois, disons un an, à Paris, et on s'est réattendu à ce que François Hollande convoque une fois de plus
ces pays africains, mais tel n'a pas été le cas. C'est Boiré qui a pris l'initiative dans le cadre de la coopération sous-régionale, peut-être que de réunir ces pairs africains autour de la sécurité. Donc, je le disais, alors, ce sommet portait sur l'amélioration de la coopération, enfin, qu'est-ce qu'il a dit dans la lutte contre Boko Haram. Est-ce que vous avez comme l'impression que les choses ont quelque peu bougé à ce niveau? Ah ben oui, moi je suis très heureux que notre président ait participé activement à ce sommet. Certaines langues disaient qu'il n'allait pas y aller parce que pour y avoir été il y a 2-3 semaines, il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'il y aille. Il y est allé et je suis sûr que ça va apporter parce que le Cameroun, effectivement, avec le Nigeria, les deux pays, plus le Tchad ensuite, à avoir beaucoup souffert des exactions de ces djihado-terroristes-là. Et je suis sûr que tout ce qui a été dit va dans le sens qu'évoquait M. Franck ici tout à l'heure. Pour une fois, lui et moi, nous regardons dans la même direction. J'espère que ce sera encore le cas pour la suite du débat. Merci une fois de plus d'avoir accepté d'être des nôtres. On espère que la semaine prochaine, on reviendra de long en large sur les résolutions qui ont été prises du côté d'Abuja autour de la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme en Afrique notamment. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté d'être des nôtres pour cette partie du débat sur News 24. Retrouvons dans un instant pour la suite. La conférence économique de Yaoundé qui commence dans quelques jours s'inscrit dans la vision 2035 présentée comme la feuille de route à suivre pour que le Cameroun génère une croissance économique durable et atteigne l'émergence à cet horizon. Pour ce faire, plus de 500 participants, je le disais encore, ministres et représentants des institutions de développement en Afrique et dans le monde, chefs d'entreprise, investisseurs et financiers sont attendus les 17 et 18 mai prochains à Yaoundé pour cette grande messe placée sous le thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». Avant que d'en parler, je vous propose de faire un tour du côté de la réalisation pour ce reportage. Placée sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, la conférence économique internationale consacrée sur les opportunités d'investissement au Cameroun prévoit un programme officiel bien fourni. C'est comptant avec les éminents invités attendus. Citons entre autres Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et ancien Premier ministre du Portugal. Chun Un-chan, ancien Premier ministre de la Corée. Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Aliko Dangote, homme d'affaires nigérian et PDG du groupe Dangote. Paul Fonkam Kamogne, président du groupe Afriland First Bank, pour ne citer que cela. La journée du 17 mai 2016 sera consacrée à l'ouverture de la conférence et aux tables rondes. La journée du 17 mai 2016 sera consacrée à l'ouverture de la conférence et aux tables rondes. Celles-ci permettront à des intervenants camerounais et internationaux de très haut niveau de présenter le Cameroun et de partager leurs expériences et recommandations. José Manuel Barroso se prononcera sur le renforcement du partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique et la dynamisation des investissements européens à destination du continent africain. Le docteur Chun Un-chan entretiendra l'assistance sur l'expérience sud-coréenne, croissance économique, croissance inclusive. Suivront les 4 tables rondes, la situation macroéconomique du Cameroun, perspectives de croissance, la contribution du secteur privé à la croissance de l'Afrique et du Cameroun, l'attractivité financière du Cameroun et sur l'économie numérique et croissance. La journée du 18 mai 2016 sera exclusivement réservée aux investisseurs et aux acteurs opérationnels sur les thèmes suivants: énergie, transport et aménagement urbain, agriculture, technologie de l'information et de la communication,
ainsi qu'à la présentation des projets. Des ateliers en comité restreint permettront de découvrir et de discuter de projets prioritaires rigoureusement sélectionnés. Cette séquence constituera un moment clé de la conférence, puis suivra la séance de clôture. Voilà, c'est une rencontre assez importante qu'on s'apprête à vivre à partir de la semaine prochaine. Franck, ici, qu'est-ce qui fonde une pareille mobilisation? Je pense que premièrement, ce sont les perspectives qui ne sont pas bonnes. Vous savez qu'en avril 2016, le FMI, se prononçant dans son rapport trimestriel sur la situation économique mondiale, notamment africaine, présageait pour le Cameroun de mauvaises perspectives, notamment du fait d'une conjoncture liée à la guerre, d'une conjoncture liée à la baisse du prix des matières premières. Mais quand on se souvient aussi du dernier passage de Mme Lagarde, on voyait bien qu'elle dénonçait un peu l'inefficacité de la démarche gouvernementale qui consistait à lancer plusieurs projets sans avoir la capacité technique de les suivre. Ceci se couple maintenant à des problèmes structurels que nous connaissons, qui sont ceux d'un taux de croissance qui reste très en deçà de ce qui est nécessaire pour décoller d'un point de vue économique. Parce qu'il faut rappeler que pour décoller, un pays comme le nôtre a besoin d'aligner sur une dizaine d'années un taux de croissance à 2 chiffres. Donc on voit bien qu'il y a sur plusieurs chantiers, malgré les potentialités, l'absence d'investissements majeurs qui sont capables maintenant de transformer ce potentiel en réalité, en production de richesse. Vous pensez que c'est ce qui a amené le chef de l'État? Non, je pense qu'objectivement, l'atonie de l'économie actuelle justifie toute forme de mobilisation de ressources. Maintenant, si c'est des motivations du gouvernement, quand on regarde l'orthodoxie d'une vraie stratégie de levée de fonds au niveau international, on peut avoir des doutes. Pour ma part, je ne suis pas loin de penser que c'est beaucoup plus des motivations politiques qui suggèrent cette dynamique, parce que ça tourne l'air, si vous voulez, de quelque chose qui est destiné à montrer aux populations qu'on fait tout pour mobiliser les fonds. Parce que si on veut regarder maintenant dans ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait véritablement des investissements, tous les indicateurs montrent que le Cameroun, contrairement au slogan de la conférence, n'est pas une terre d'attractivité. Parce qu'il faut dire que les investisseurs regardent un certain nombre de rapports produits par certaines institutions quand ils veulent observer, analyser l'attractivité d'un pays. Vous vous souvenez qu'en 2016, le Cameroun a chuté de 4 places dans le classement Doing Business, passant de la 168e place à la 172e. En tout cas, nous allons revenir sur les différents aspects tout à l'heure. C'est pour dire que concrètement, de comprendre exactement c'est beaucoup plus de motivation. Et quelles sont les perspectives ou les enjeux d'une rencontre. Et il faut même dire que le FMI, dans son dernier rapport, a suggéré de ne pas faire des KMS économiques, parce que ce forum, cette conférence s'apparente selon le FMI à une KMS économique et à accentuer plutôt le dialogue au niveau sous-régional. Ah, d'accord. Ok. Monsieur Edouard Tchan, vous avez écouté pour un début Franck Kessie, qui est resté égal à lui-même. Pensez que Paul Biya profite de cette grande baisse pour lancer enfin sa campagne électorale pour 2018 ou peut-être avant? Mais vous disiez tantôt que Franck il restait égal à lui-même. C'est leur façon de voir les choses. La critique, tout est mauvais, rien n'est fait, voilà. Donc, non, moi je crois que cette opération vise à présenter l'attractivité du Cameroun à travers ce forum. Nos économistes, nos technocrates en la matière présenteront ce qui peut être amplifié dans les relations commerciales internationales, ce qui permettrait à nos industries de fonctionner et de créer plus d'emplois et améliorer les conditions de vie des Camerounais. Quand à dit que c'est une opération politicienne, je m'inscris en faux. Alors, investir au Cameroun, terre d'attractivité, quelle analyse faites-vous de ce thème? Ça revient à ce que je venais de dire. Quand les amis de Franck Kessie passent le temps à détourner de fausses histoires qui ne ressemblent à rien, présenter le Cameroun comme l'enfer, il faut que les autorités camerounaises et les patriotes camerounais, à l'occasion d'un tel forum, viennent présenter la réalité de l'attractivité camerounaise. Et je suis sûr qu'au sorti de ce forum, beaucoup de contrats seront signés et ce sera tant mieux pour le Cameroun qui sera
mieux perçu par ces investisseurs, quelque peu effrayés par ces discours alarmistes de ces gens qui disent que le Cameroun n'est pas vivable. Vous pouvez jurer la main sur le cœur que le Cameroun est attractif? Il est d'autant attractif que pour que l'investissement se fasse dans un pays, il faut qu'il y ait la paix, la stabilité. Ces choses sont dans notre pays constantes et puis moi je suis sûr que le gouvernement de la République, sous l'égide du chef de l'État, s'emploie à cela. Vous partagez cet avis, Franck, ici? Non, évidemment non, parce que quand vous parlez du thème, de l'attractivité, comme je le disais tout à l'heure, l'attractivité se définit sur la base d'un certain nombre d'indicateurs et que la Banque mondiale a notamment résumé dans le concept de facilité à faire des affaires. Parce que ce qui intéresse un investisseur, c'est si je mets mon argent, est-ce que j'aurai un retour sur investissement? Est-ce que je vais pouvoir créer la richesse, créer des marges, pouvoir m'enrichir? Donc ça concerne les investisseurs nationaux et ça concerne les investisseurs étrangers. Donc si on prend dans le critère de l'environnement des affaires, qui comprend pour la Banque mondiale plusieurs sous-critères, nous voyons que le Cameroun est très loin. Par exemple, la facilité à obtenir un prêt. Nous sommes 108e sur 179 pays. Mais de façon générale, quand vous prenez ce critère, vous vous rendez compte que pour un investisseur dans le monde qui veut mettre $1 quelque part, il y a 171 destinations préférables au Cameroun. Donc vous comprenez que ce sur quoi repose l'attractivité n'avance pas beaucoup. Et je prends encore notre indicateur, c'est celui qui est défini lui-même parce qu'on appelle le Cameroun Business Forum. C'est-à-dire que c'est ce cadre qui a été mis en place depuis 2006 entre le secteur privé et le secteur public. Au Cameroun. Voilà. Sur la base de l'analyse du contexte camerounais. C'est-à-dire que c'est des acteurs nationaux qui disent que voici ce qui nous aiderait à créer plus de richesses et d'emplois. Il y a un certain nombre de réformes, 12 réformes fondamentales qui ont été définies, 250 pistes de recommandations. En plus de 6 ans, on a commencé à mettre en œuvre seulement 120 recommandations et aucune des 12 réformes fondamentales n'est implémentée. Et quelle est la cause? Ce n'est pas au niveau du Premier ministre, dont les services ont validé, c'est au niveau de la présidence. C'est en noir et blanc sur le rapport de ce forum. Ce n'est pas un rapport de l'opposition, ce n'est pas un rapport d'une institution internationale qu'on peut contester. C'est un rapport officiel gouvernemental. Donc la présidence de la République, qui organise ce forum, est le centre de l'inertie. Donc la meilleure façon, si vous voulez, de promouvoir l'attractivité, c'est de créer des conditions qui facilitent l'investissement pour les nationaux et aussi pour les étrangers. Quand on écoute Franck ici, on a comme l'impression que en réalité, c'est une rencontre organisée pratiquement pour rien. Il y a des préalables qui n'ont pas été respectés jusqu'ici. Au niveau du Cameroun Business Forum, des choses ont été proposées, rien n'a été fait jusqu'ici. Les différents classements de Doing Business et toutes les autres organisations à but non lucratif qui travaillent justement à ce niveau ont quand même émis quelques réserves, mais les choses n'ont pas suffisamment évolué au Cameroun. On a comme l'impression, avec ce forum, cette conférence économique, on est en train de mettre pratiquement la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qu'il y a de manière concrète d'attractif au Cameroun? Je dirais que dans moins de 72 heures, on sera au jour J. L'affluence des opérateurs mondiaux pourra donner une réponse précise à vos inquiétudes. Vous comprenez? Laquelle, par exemple? Par exemple, dire qu'il a dit que tout est bloqué à la présidence de la République. Si la présidence de la République, qui est le dernier verrou, réalise que dans la logique de ce que tu as devant toi, là, tu as des fonctionnaires qui font décaisser plus de 400 millions de francs pour payer un marché qui n'a été exécuté à concurrent de zéro, alors que le précédent ministre avait classé le dossier sans suite sur la base du rapport de la préfecture de cette localité et du délégué régional du Minépat de cette région, indiquant que rien n'a été fait, même au niveau de fondation, il n'y avait rien, et que des gens ont réussi à monter des photos indiquant un immeuble flambant neuf construit à Meyomessala,
et ont décaissé sous le magistère du nouveau ministre de l'économie et du plan de l'aménagement du territoire plus de 400 millions, c'est normal qu'on arrête. Donc cette rencontre va permettre de donner un autre sens. J'ai toujours dit ici qu'il faut un chamboulement gouvernemental. Parce qu'il y a des gens qui marquent le but contre le camp du Cameroun et qui sont de tous les gouvernements comme s'ils étaient indispensables. Je pense que le président de la République va tirer tous les enseignements des orientations qui sortiront de ce forum et va reconfigurer les choses pour que définitivement de vrais patriotes arrivent aux commandes. Je dis plus de 400 millions ont été décaissés. Oui, mais vous pensez que tout ce qui se passe là, le chef de l'État n'est pas au courant? Mais attendez, je ne le pense pas parce Oui. que, au moins pour 3 raisons. Première raison, depuis que M. Biya est là, ça fait 299 personnalités qui ont circulé en tant que ministre dans ces différents En fait, on gouvernements. parle pratiquement 300. Donc c'est pour dire que si on peut utiliser autant de ressources humaines sans produire de résultats, Ça veut dire qu'il y a un ça veut dire qu'il y a 2 choses qui font problème. Ça veut dire que le capitaine du bateau et le système qu'il met en place. La deuxième raison, c'est que sur la question, par exemple, de la lutte contre la corruption, qu'il dénonce, mais qui est devenue, si vous voulez, consubstantielle à la gestion du pays, en 2015, nous étions le 2e pays le plus corrompu au monde, du point de vue de la perception des hommes d'affaires, justement, qui sont en relation avec le Cameroun. Référence Transparency International. La troisième chose, il me semble, c'est que, écoutez, il y a eu des sommets pareils. Rappelez-vous, en 2013, le président s'est adressé dans un forum économique aux Français. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Plus avant, en 2011, il a organisé COP21, où il y avait un tel balai de personnalités. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Pas un nonce d'application. Donc, il me semble qu'on ne peut pas dédouaner M. Biya de l'inertie actuelle. C'est lui qui devrait impulser la dynamique. Je vous rappelle qu'il y a des pays plus pauvres, moins dotés que nous, qui sont dynamiques, qui sont invités à des très hauts niveaux et qui accueillent des forums économiques mondiaux. Je parle du Rwanda. Les Rwandais sont en moyenne 3 fois plus pauvres que les Camerounais. Mais rendez-vous compte, ces 15 dernières années, c'est le pays au monde qui a le plus progressé. C'est le 7e pays le mieux géré en 2015 dans le monde, dépassant les États-Unis. Donc la qualité de la gouvernance, c'est ce qui intéresse aussi les investisseurs quand on a un potentiel comme le Cameroun. Et à ce niveau, on ne voit pas grand-chose arriver. Il faut un chamboulement de la gouvernance, mais pour chambouler la gouvernance, il faut changer les gouvernants. Voilà. On sait également que la conférence économique internationale de Yaoundé sera aussi l'occasion pour beaucoup d'investisseurs et d'opérateurs économiques et de créer des contacts avec des potentiels investisseurs et des gouvernements camerounais à travers notamment l'agence de promotion et d'investissement. C'est ce qu'on a pris au cours de toutes les communications qui sont faites autour de cette grande messe-là. Est-ce qu'on peut croire à tout ce qu'on nous annonce? L'agence de promotion et d'investissement au Cameroun. Vous croyez qu'elle est effective, cette agence-là? Mais elle a fait une grande rencontre là, en fin d'année dernière, très courue. Et je me rappelle qu'il en était sorti beaucoup de choses qui laissent penser que la rencontre dans moins de 72 heures, qui va commencer à Yaoundé, va amplifier cela. Ce que dit M. Franck ici, c'est très facile de parler comme cela, comprenez? Parce qu'en même temps, on est dans un pays où on nous a imposé une guerre, où il faut gérer tout ça en maintenant la stabilité. Vous comprenez? Ça, jusque-là, on a réussi. Maintenant qu'on a stabilisé le front de guerre, on veut avancer proprement sur le plan économique. Moi, je crois que des choses surprenantes sortiront de là, parce que je suis également sûr qu'après le 20 mai, il y aura beaucoup de choses qui devront changer. Parce qu'on ne peut pas avoir des gouverneurs dans la liste des voleurs, les préfets, les sous-préfets et les hommes d'affaires. Ça a toujours été ainsi. Oh, s'il vous plaît. Ça a toujours été comme ça, mais vous savez... À un moment, ils demandaient des preuves. Non, attendez, monsieur. Je peux vous donner la raison de cette attitude du président de la République. Le Cameroun était fait... Vous n'allez pas répondre à Franck ici sur cette question. D'accord. On va également peut-être parler des indemnisations tout à l'heure. Je dis donc que ce pays était réglé pour exploser. Le président Biya a réussi à contrer toutes ces velléités et on avance maintenant vers la sortie. Parce que tous ces voleurs-là sont connus.
on va les mettre tous hors jeu. On va faire un gouvernement avec des enfants camerounais intelligents qui peuvent travailler pour l'intérêt du Cameroun. Monsieur Etienne, vous pensez qu'en 33 ans, ceux qui sont passés, on parle de pratiquement 300 ministres qui ont défilé depuis 1982 dans les différents gouvernements de Biya, vous pensez que ceux qui ont été désignés à ces hautes fonctions ne sont pas des Camerounais ou n'ont pas été, ou ne l'ont pas été du temps de leur fonction pour le redevenir après? Je vous ai dit que le Cameroun, c'est une poudrière que ces gens ont réglée pour qu'elle explose et devienne comme les autres pays. Il a réussi à gérer ça patiemment et bien. Nous voilà en train d'en sortir parce que vous savez que le président de la République a signé des décrets dans ce pays qui n'ont jamais été lus. Vous direz que c'est lui qui n'a pas... C'est le président qui doit vérifier si les actes qu'il a pris ne sont pas passés. Mais c'est quand même lui qui les C'est le secrétaire général de la présidence de la République. Oui, mais quand une décision n'est pas appliquée et qu'on veille à ce que cela soit appliqué, c'est tout. Mais qui doit y veiller? En même temps, il y a les conseillers du président, il y a le secrétaire général de la présidence de la République. Quand ils ne font rien, c'est un complot terrible. Vous savez que... Mais vous licenciez, en fait, oui, on va... Mais attendez, vous vouliez un chamboulement qui provoque une implosion. Non, il a géré ça avec dextérité. Aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, on voit qui fait mal, qui fait bien. C'est pour ça que je crois qu'il va y avoir un chamboulement pour qu'on mette dans ce pays un gouvernement avec des Camerounais pouvant travailler pour le Cameroun. Et Monsieur non, Jean, c'est... tous ceux qui ont travaillé en tout temps sont des Camerounais. Hein, oui, je rappelle qu'il y a des Camerounais qui sont des bandits, des voyous. Voilà. Avec vous, Franck, ici, je vois d'un autre aspect. On sait par exemple que le taux de croissance au Cameroun était estimé à 3,2% en 2010 contre 2% en 2009. On sait également que ce taux est en nette amélioration et on le situe à peu près à 5% actuellement. Ce sont les chiffres du gouvernement. Vous partagez cela? Première chose, il faut rappeler que c'est en dessous des prévisions du gouvernement qu'il est situé à 6,1%. Deuxièmement, les chiffres du gouvernement restent en deçà de toutes les institutions qui observent aussi l'économie, sur la base aussi de la collecte des données qui parfois sont utilisées par le gouvernement. Donc même si on admettait que c'était 5%, je le dis encore, ça reste en deçà de la dynamique des deux chiffres qui est nécessaire pour un décollage économique. Si vous voulez, je vous suggère, parce qu'on entend beaucoup de choses sur c'est l'émergence, ça participe d'une démarche vers l'émergence. Je voudrais qu'on organise peut-être une émission spéciale sur la signification de l'émergence d'un point de vue concret. Parce que pour être émergent, ça renvoie à un certain nombre d'indicateurs économiques et sociaux. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, il est pratiquement impossible pour le Cameroun de devenir émergent. Parce que si devenir émergent, ça signifie qu'à l'horizon 2035, donc les 20 ans qui nous séparent, nous ayons réalisé chaque année un taux de croissance d'au moins 20% chaque année. Je peux vous faire des démonstrations un peu plus détaillées, mais pour vous dire que le fait de continuer à dire qu'on pourra être émergent en 2035, à la dynamique actuelle, c'est un mensonge. Maintenant, qu'est-ce qu'il est important de retenir pour les Camerounais? Ce que mon discours dégage, c'est que en réalité, ceux qui sont aux commandes n'ont ni la vision, ni la stratégie, ni peut-être les compétences, peut-être encore moins la volonté de transformer en réalisation concrète tous les discours qu'ils nous tiennent depuis des années. Maintenant, il nous appartient, en tant qu'entrepreneurs, en tant que citoyens, en tant que différents groupes de Camerounais organisés en fonction de différentes thématiques et intérêts, d'agir pour défendre nos intérêts. C'est ça notre problème. Notre problème, à un moment, c'est de comprendre que la qualité de la gouvernance dépend de la qualité des contre-pouvoirs. Oui. La qualité du pouvoir, c'est-à-dire que ce que M. Biya fait, de M. Yang fait, ça dépend de la qualité des citoyens qui sont en face. On a besoin d'un sursaut citoyen. Et le message du CPP, c'est qu'il faut un réarmement moral et civique des Camerounais. Parce que si on ne se réapproprie pas notre pays, si on ne défend pas nos intérêts, alors nous sommes morts. Il ne faut pas compter sur le Père Noël. Différemment de M. Yetian, je ne compte pas sur M. Biya. Moi, c'est mon grand-père. Je ne pense pas qu'à cet âge, on a encore le souffle et l'énergie pour porter certains combats. On a besoin de libérer M. Biya en lui demandant d'aller à la retraite pour que de nouveaux systèmes, de nouveaux leaders expérimentent autre chose pour ce pays. Donc c'est ça le message principal. On en parlait tout à l'heure, avant que nous lancions cette émission. On sait que le Cameroun, hein, M. Etian, a du mal à lever les entraves aux activités économiques.
et sur la dessus de tous. Par exemple, le classement Doing Business qu'évoquait Franck Kessie tout à l'heure, qui a été publié par la Banque mondiale, pointe le Cameroun à la 172e place sur les 189 pays, alors que le Cameroun figurait à la 158e position. Le Cameroun a donc dégringolé dans ce classement, et on sait justement que cela dû par exemple à l'environnement des affaires qui n'est pas propice aux investisseurs. Et globalement, précise le rapport Doing Business 2016, au Cameroun, il n'est pas toujours aisé de se raccorder à l'électricité. La procédure administrative imposée aux opérateurs économiques sont toujours jugées longues. Le transfert de propriété et l'exécution des contrats sont tracassiers. Le pays n'est pas encore un mastodonte du commerce transfrontalier. Ce sont beaucoup d'éléments qui montrent quand même que le Cameroun a beaucoup régressé. Monsieur Edouard Yichan, dans cet environnement-là, est-ce qu'on peut parler fondamentalement d'investissement avec tout ce qui a été présenté comme tard? Ben, les tares, c'est des réalités, on ne peut pas les nier. Mais on a également, pendant ce temps, pu recenser les véritables auteurs de ces tares-là. Hein? Le chef de l'État dit plus d'une fois que c'est même les fonctionnaires qui le faisaient. On voit comment est-ce que les préfets, les sous-préfets participent à créer des conditions d'implosion dans le pays. Quand on donne l'argent pour dédommager des populations dont les domaines ont été réquisitionnés pour des besoins d'utilité publique, et que c'est ces personnes qui ne payent pas de maison, qui ont des voitures, le carburant gratuit et bien d'autres avantages, qui créent une histoire. On parle de plus de 60% des personnes qui ont perçu l'indemnisation qui ne sont pas en lien avec ce secteur, ces villages. C'est comme vrai que vous vouliez justifier quelque chose, mais il y a un aspect, peut-être que la dernière partie de cette émission, qui va nous permettre peut-être de revenir sur le problème du port en eau profonde de Kribi avec ces indemnisations, ce qui pourra nous amener également à comprendre ce qui s'est également passé ailleurs, notamment ici à Douala. Donc, quand vous avez donc des hommes comme ceux-là, chargés d'animer l'activité économique de par leur position comme administrateurs, comme hommes d'affaires, qui se mettent à jouer contre l'intérêt du Cameroun, comme disait Franck ici, je comprends, il est très pressé, il voudrait arriver aux affaires, mais ce n'est pas facile, Franck ici. Paul Biya a fait un travail de sape. Il a remis les compteurs à zéro. Non, il a fait, puisque tu es capable aujourd'hui de porter ta réflexion sur ce qui n'a pas été bien fait. Autrement, tu ne le pourrais pas. Mais là, et je rappelle, vous nous ramenez dans le domaine de la paix. Non, mais pas seulement la paix. Oui. Il a évoqué tout à l'heure le Rwanda. Le Rwanda est un pays sorti de guerre. C'est un régime militaire. Le problème du Cameroun, c'est que quand on veut faire de manière rigide, vous êtes les premiers à appeler vos amis. Le Botswana et l'île Maurice, qui sont des exemples encore meilleurs que le Rwanda, sur beaucoup d'autres indicateurs, ne sont pas des régimes militaires. Oui, mais celui que tu as cité, je le prends parce que tu n'avais pas évoqué ce cas-là. Non, c'est pour dire que... Ce qui est sûr... C'est pour dire que malgré la guerre, parce que M. Biya a l'habitude d'évoquer la crise comme facteur explicatif des retards que nous avons pris. Je rappelle que le Rwanda connaît à la fois la crise économique comme la plupart des pays africains, mais au-delà de la crise, il connaît un génocide. Oui, il y a une bonne gestion, Franck Essi. La qualité du leadership suprême, moi, je te prends l'Éthiopie. Est fondamentale. L'Éthiopie aujourd'hui a un programme spatial. L'Éthiopie où il a fallu collecter des trucs dans les écoles pour aller nourrir les enfants éthiopiens. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu quand même Mengistu Haile Mariam qui pendant une vingtaine d'années a mis l'Éthiopie au pas. Mais là, il perd son âme, qui a décédé d'événement 20 années durant. La même chose. Mais justement, là, vous semblez démontrer, vous semblez décrier le régime que vous semblez mais tout à l'heure. Voilà mais ce qui démontre quand même que là, le président Biya n'a pas su prendre les bonnes décisions. Pas qu'il n'a pas su. Biya n'est pas un militaire. Biya ne pouvait pas faire cela parce qu'il y avait à côté des gens qu'on montait pour prendre le pouvoir, pas pour bien faire. Mais c'est vrai dans tous les pays. C'est un aveu d'échec, monsieur. C'est vrai dans tous les pays. Non, un aveu d'échec, non, pas d'échec.
Nous sommes un pays debout. Attendez voir, n'avoir pas atteint l'émergence en 2035, ça Nous veut dire étions déjà émergents en 81. Comment? D'après les indicateurs de l'émergence, nous l'étions déjà en 81. Et C'est-à-dire puis- que ce qu'ils nous proposent, En réalité, le Cameroun a c'est de régressé. revenir, oui, Oui, à mais ce que le nous Cameroun étions. a régressé, pourquoi? Parce qu'il y a des Camerounais à des postes de responsabilité Mais qui les a qui ont nommés? ramené. Oh, attendez, quand on vous nomme, monsieur Thierry, on vous nomme 299. avec tout ce que vous avez comme bagage, en pensant que vous avez l'expérience requise pour conduire des affaires. On sait que vous avez des gènes de prévarication. Mais quand ça ne va pas, on sanctionne. Hein? Quand quelqu'un met 10, 15, 20 ans, 25 ans à la tête Je d'une vous- institution, cela démontre quand même qu'il y a quelque chose. Je qui vous ne va ai pas. dit plus d'une fois ici qu'il y a à peine 15 ans, le président de la République contrôle à peu près tout. Parce que jusque-là, les décrets qu'il prenait ne passaient pas. Il y avait même les gens chargés de travailler avec lui qui jouaient contre lui. Leur intérêt, c'était qu'il tombe et que le Cameroun passe dans les mains de leurs acolytes qui viendraient nous créer des souffrances qu'on a pu éviter. Vous comprenez? Monsieur Mendoza a fait 17 ans à la CRTV. Il y a eu 3 décrets le relevant, en tout cas le remplaçant. Les décrets n'ont pas été lus. Pourquoi? On est allé voler la mallette du président en Suisse. C'était pour chercher ses dernières volontés. Et ils n'ont pas pu. Mais Franck, Et ça celui, qui a fait ça, on a soufflé son cerveau, il est fou. Il n'a jamais pu dénoncer ses commanditaires, qui sont dans l'entourage immédiat du cela président. démontre quand même que soit le chef de l'État est mal entouré ou fait tout pour mal s'entourer, soit il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de sa gestion des hommes. Non, je crois que lui-même, il n'est pas très bien disposé. Non. Quand je dis qu'il n'est pas très bien disposé, c'est que je ne peux pas comprendre que pendant 17 ans, il ait signé des décrets relevant M. Mendozé de la responsabilité de la direction générale de la chaîne nationale et que ce n'est pas été lu. Et en C'est- même temps, ça veut dire que le si même ne- chef de l'État ait pris une décision, le Voilà. moment ministre délégué à la communication. Non, ce sont des explications qui ne tiennent plus, monsieur. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais sont passés à une autre ère. Il y a un type d'histoire qu'on pouvait leur raconter parce qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait autour. En France, je vous dis bien en France, monsieur Valls et monsieur Hollande, qui dirigent l'exécutif français, sont les premiers adversaires. Je dis bien les premiers adversaires. Mais ça ne fait pas de Hollande ou des supporters de Hollande, c'est-à-dire une justification permanente que si on n'a pas les résultats sur le chômage, si on n'a pas les résultats par rapport à notre engagement, c'est parce qu'on a dans le gouvernement des gens qui jouent contre nous. Non, ça c'est des explications très faciles. Ce qui se dégage, c'est qu'en termes de leadership, il y a un problème de vision, il y a un problème maintenant d'implémentation de la vision. C'est-à-dire que même quand on a une bonne idée, c'est une catastrophe. Vous parlez des investissements, revenons sur la question. Est-ce que vous savez qu'il y a un investisseur camerounais qui a réussi à convaincre des investisseurs étrangers pour lancer un projet sucrier important au niveau de l'Est du Cameroun? Et qui sont les premiers à torpiller? C'est le ministre des Mines, qui a déjà réussi à imposer sa femme comme directrice générale, a imposé un salaire indu, mais malgré même que ce monsieur ait cédé, est allé jusqu'à exiger avoir des parts dans l'actionnariat. C'est des scandales qui existent. Mais c'est ce que Et j'ai ce fait marquer monsieur, le but contre ça a le été Cameroun. dénoncé pendant longtemps, mais parce que dans l'équation de M. Biya, il n'entrait pas encore, si vous voulez, l'idée de le démettre. On l'a maintenu. C'est-à-dire que dans aucun pays, il serait possible d'avoir un ministre, par exemple, de l'éducation, autre aspect, pour parler de l'aspect de la corruption, qui est accusé par une institution, convoqué au tribunal criminel spécial, qui passe un jour en cellule et qui revient encore aux affaires. Il passe près d'un an encore. C'est impossible ailleurs. Ailleurs, quand vous êtes même soupçonné, Vous démissionnez. vous démissionnez. Donc vous pensez que l'éthique même a été ramenée au sol sous M. Biya. Et vous ne pouvez pas accuser les autres. Et on ne nomme pas les sous-préfets, monsieur. On n'élit pas les sous-préfets, c'est M. Biya qui nomme les sous-préfets. Il est censé être élu, donc c'est lui qui doit répondre On les lui propose. sur la machine administrative. On les lui propose, monsieur. Ce n'est pas par ailleurs que dans notre pays, on parle d'administration Obama, administration Bush, c'est l'administration Biya. Donc si un sous-préfet, comme moi, me bastonne en violation de la loi, me prive de mes droits, si le préfet de Fondi aujourd'hui m'empêche de défiler, de participer à la fête nationale, un parti qui a des élus, mais si on est dans quel pays? Vous allez me dire que c'est le zèle de M. Tila depuis 5 ans? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Et quand vous parlez de choses, moi je peux vous dire que ma présidente a été kidnappée par des gens de la présidence, avec les immatriculations, avec les badges de la présidence. Le 19 mai 2011. Donc,
Peut-être vous parlez, vous vivez dans un autre Et Cameroun. que s'est-il passé? Non, ce que je veux dire, Et c'est que s'est-il passé? l'État Non, actuel, vous dites avec à les l'auditoire pouvoirs de national. M. Biya, Vous dites à l'auditoire national. devrait international. normalement conduire à une plus grande effectivité dans la gouvernance. Regardez comment M. Hollande est bloqué en France parce qu'il n'a pas la majorité, il n'a pas les coudées franches pour imposer une loi qu'il pense utile, importante pour l'économie. M. Biya a tous ses pouvoirs ici, mais qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut rien. Non, c'est pour dire que c'est lui le problème fondamental. Ça ne peut pas Et être les lui. autres, ce sont des épiphénomènes. Mhm. Peut-être vous n'avez pas suivi tout à l'heure, ça fait 299 personnalités. La plupart de ces personnalités avaient un minimum le master qui ont dirigé avec lui. Ouais. Donc s'il n'a pas pu produire des résultats, c'est la preuve que c'est lui le problème et son système. Alors, on va sortir peut-être Non, par non, là. non. Par là hein. Monsieur Etienne, vous avez parlé tout à l'heure de réalité, hein, tout le monde le sait. On a encore des difficultés à être raccordé à l'énergie électrique. Je le souligne encore tout à l'heure. Les procédures administratives imposées parfois aux opérateurs économiques sont parfois jugées très longues. On a de la peine à créer une entreprise alors que l'agence de promotion des entreprises existe et vous dites que elle est fonctionnelle sur le terrain, pourtant on ne voit pas réellement ce qu'elle fait. Dans cet environnement sclérosé-là, on a comme l'impression en réalité qu'il n'y a pas une volonté étatique hein, de changer les choses. Vous ne le pensez pas? Non, je ne pense pas. Parce que je vous ai dit l'année dernière, en fin d'année, l'agence promotion de l'investissement a fait un grand forum très couru ici à Douala. Et je ne sais pas pourquoi. Et les résultats sont où? Les résultats sont là. Mais attendez. Citez-nous-en un. Hein? Citez-nous-en un. Ben, moi, je ne suis pas de ce secteur-là, hein, mais je suis Oh. sur les radios, les télévisions, les résultats et les perspectives à venir. On Je fait des pense kermesses. que- Non, ce n'est pas de la kermesse qu'il est question. Mais Donc, Monsieur vous Biya n'a disiez- jamais reçu le Monsieur président Biya. du JICAM. Oui. Il ne peut Par pas exemple. dire qu'il veut Par promouvoir exemple, l'économie on- camerounaise. Il n'a jamais reçu les hommes Ni le d'affaires président du camerounais. JICAM, C'est ni pas le président normal. Attendez voir, Ni le le président JICAM, du le BICAM. JICAM même qui est un exemple, le JICAM qui est truffé des gens qui sont dans tous les réseaux mafieux. Qui Mais ne en font même temps, que ce du sont faux. des opérateurs économiques. Ben, Ce sont des opérateurs économiques. je- Alors, ils peuvent. Ce sont quand les même étrangers parler qui ne au sont pas nom des mafieux. des C'est Bolloré opérateurs. qui n'est pas mafieux. Comment? Le JICAM, le MECAM, ECAM, ce sont des regroupements, même le Syndustricam, ce sont des regroupements d'opérateurs économiques Oui. quand même qui sont au fait d'un certain nombre de choses qui ont toujours décrié, même dans le cadre du Cameroun Business Forum, que les choses Je ne vais marchent avouer, pas, je vais avouer que le Cameroun est malade. Le Cameroun est malade. Et de vous ce croyez que cette rencontre va changer quelque chose dans ça va amorcer un changement parce que toutes ces intelligences ne peuvent pas se mettre ensemble pour bluffer. Ils On l'a l'ont quand même ils l'ont fait en avec, 2011. COP 21. Non, non, On l'a non, fait, non, on l'a non, vu avec non, COP non, 21. on est en 2016. Nous sommes en 2016. On a tiré les enseignements de tous les échecs. Depuis En 33 1982. Non, non, pas 33. Arrêtez votre histoire de 33 ans, 34 ans. Pourquoi? Je vous ai dit que ce Cameroun était parti pour exploser et devenir comme les autres où on ne peut plus partir de sa maison. Monsieur Yetchan, et sûr de nous revenir. devons Non, tourner non, la page. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous devons tourner la S'il vous page. plaît, non. On ne tourne pas comme cela. Ah bon? C'est toutes ces insuffisances. Deux thèses se Et- dégagent de vos propos. Oui. Un, tous les Camerounais sont mauvais, sont malveillants. Seul M. Biya a une Pas tous volonté. les Camerounais, ceux Non, qui gèrent. je dis tous Tous ceux- les gouvernants. J'ai dit ceux qui gèrent. Parce que quand vous citez Attendez, les hommes d'affaires, monsieur, c'est des mafieux. Monsieur, Quand vous citez les hommes d'affaires, c'est des mafieux. Quand vous citez des ministres, c'est des truands, c'est des Oui. complotistes, Oui. etc. Ça, c'est la première thèse que vous dites. Et vous Oui. savez que c'est faux. Uh-huh. Deuxième chose, vous dites que, franchement, dans votre entendement, Biya, c'est l'horizon indépassable. Nous vous disons que ce monsieur a 83 ans. Il est indéboulonnable. Nous vous disons que ce monsieur, ça fait 34 ans qu'il a, ça fait 58 ans qu'il est aux affaires. Ouais, ouais. Donc on ne peut pas continuer comme ça. C'est Le cette- monde C'est bouge. cette grande expérience qui permet que tu sois... Il n'est pas éternel, c'est Mais faux. il n'est pas éternel. C'est nous faux. disons Donc pas qu'il est éternel. commençons, et c'est pourquoi il faut suivre ce que nous on dit aussi, Pipi, Ouais, ouais. plus que Vous jamais. ne dites- Avec justement, Vous ne dites rien plus de que bon jamais- aussi, Pipi, rien. ah, bon, Ok. vous êtes dans une La cari- preuve- vous la êtes- preuve est que permission, personne ne avec vous votre je écoute. laisse, permission. je laisse ceux qui nous écoutent Personne regarder. ne vous écoute. Vous Ah. avez combien de députés? Ah bon? Ah, vous n'en avez pas. Ah bon, vous voulez qu'on parle des élections? Ouais. Je sais que c'est votre, comment je veux dire, c'est un théâtre de déploiement. Uh-huh. À la En tout cas, différence on de aura- vous, à la différence de vous, je Ouais. suis déjà allé à des élections. Uh-huh. Et j'ai déjà eu l'immense honneur d'avoir des suffrages de mes On n'est concitoyens. pas en train de parler des Donc, je peux vous élections, dire- je peux vous dire que- Franck, ici, on va Non, non, poser notre je aspect. voulais terminer pour dire que Oui. vraiment, pour être utile à ceux qui nous regardent, il faut analyser avec un peu de recul la stratégie économique, parce que c'est de ça qu'il s'agit de notre gouvernement.
Monsieur le Président a parlé, je crois, dans ses récents discours, de la nécessité d'un patriotisme économique. Je veux que les Camerounais apprennent à ne plus se limiter aux mots qui nous jettent comme ça à la faveur des discours et suivre dans les actes ce qui suit. Est-ce qu'on peut parler de patriotisme économique quand on fait 34 ans, on ne rencontre jamais les hommes d'affaires? Non. Est-ce qu'on peut parler de patriotisme économique lorsque les résolutions du Cameroun Business Forum ne sont pas mises en œuvre? Non. Est-ce qu'on peut parler de patriotisme économique lorsque tous les outils d'accompagnement des acteurs, des entrepreneurs locaux, notamment les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'économie numérique, n'existent pas? On parle de start-up, etc. Il n'y a aucun dispositif qui existe. Le Kenya, le Rwanda, etc. ont mis en place des programmes. Nous faisons des propositions. Nous avons par exemple dit au président qu'en 1 an c'est possible, en 3 ans c'est possible de doter toutes les écoles de ce pays, tous les enfants de tablettes numériques. C'est possible, mais ils ne suivent pas. Deuxièmement, quand on parle de cohérence, écoutez, nous faisons des lettres ouvertes régulièrement, nous déposons des courriers à la présidence. Et un président normal, il n'a même pas besoin d'avoir ce type de... Parce qu'il suffit de suivre simplement les programmes des adversaires pour appliquer ce qui paraît intelligent pour le pays. La deuxième chose, c'est que, mais écoutez, aujourd'hui, franchement, on ne peut pas avancer... Vous venez faire l'autocélébration de votre parti sur ce plateau? On ne peut pas, si vous voulez... Non, écoutez, nous devons dire ce que nous proposons pour le pays. Ce qui est différent, ce qui peut être fait mieux. Donc, on ne peut pas donc dire qu'on va attirer les investisseurs si on n'agit pas sur l'élément de l'environnement des affaires. Donc, moi, je veux restituer les choses pour dire que voilà ce qui est important pour le pays. Justement, à ce niveau, les opérateurs économiques aimeraient que les choses bougent. Donc, une vraie conférence pour être utile devrait être celle où M. Biya arriverait pour dire, par rapport à la question de la corruption, mes chers investisseurs, voici les 3 dispositions que je mettrai en œuvre d'ici la fin d'année. Par rapport au financement, par rapport à l'électricité, par rapport à l'insolvabilité, par rapport à la justice commerciale, voilà ce que je fais. Qu'il y a des personnalités... J'espère que quand il va le dire, vous ne direz pas que c'est vous qui le dites. Nous attendons maintenant de le juger au pied du mur. On va applaudir. Surtout qu'il y a quand même des personnalités de gros calibre. Hein, la plupart, c'est des retraités. Non, il y a Dangote qui connaît quand même la réalité du Cameroun. Il a plus besoin d'être investi. Il investit déjà. Peut-être parler d'investissement. Et nous connaissons son plan. Il y a également Paul Fokam Kemounié. En réalité, il y a beaucoup de personnalités qui parleront d'un certain nombre de sujets. On ne peut rien attendre et on reviendra en fait pour parler des résultats sur ce plateau. Avec votre permission, on va aller très rapidement pour parler de l'unité nationale. On sait justement que la 44e édition de la fête nationale se célèbre dans quelques jours, une fête placée sous le thème Force de défense et force vive, la nation ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale. On ne va pas prendre malheureusement le reportage qui nous a été proposé par Yves. On va aller très rapidement pour parler de ce thème. Monsieur Etienne, comment comprendre la récurrence des concepts autour du terrorisme, la lutte contre l'insécurité? Pourquoi? Juste parce que le Cameroun est en guerre? Parce que le Cameroun est en guerre, et puis il y a un autre danger qui guette le Cameroun, c'est ceux-là qui disent qu'ils peuvent faire mieux. Pour ce faire, ils veulent utiliser la force. Quand on a conscientisé les gens sur la synergie entre les forces vives et nos forces de défense pour rester vigilants à toute velléité de mettre du désordre dans notre pays, ça ne serait jamais de trop. Vous comprenez, on peut multiplier ça autant de fois qu'il faut. Vous savez, dans ce studio, lorsque nous affirmions que à la fin de l'année 2015, Boko Haram serait réduit, les apôtres de malheur disaient que non, notre armée n'est pas équipée, rien. Aujourd'hui, Franck Essi reconnaît qu'on a affaibli Boko Haram. Il faut maintenant, je suis d'accord avec lui, que des programmes économiques donc l'insuffisance de réalisation sur le terrain a favorisé l'acceptation du discours de ces djihadistes. Il faut donc que ces programmes économiques soient mis en place. Et je pense que le forum, dans moins de 72 heures,
va mettre un accent sur ces choses. Même comme on continue d'attendre l'application effective du plan d'urgence du Grand Nord, pour le Grand Nord. On attend encore, Franck ici. Est-ce que la lutte contre le terrorisme a magnifié le vouloir vivre ensemble des Camerounais? Oui, non. Pourquoi? Je dirais que ça fait prendre conscience du fait que la paix n'est pas donnée. La paix, c'est quelque chose qu'il faut constamment renforcer. Et l'intégrité du territoire, à cette heure où émergent des nouvelles menaces comme le terrorisme, euh, est de plus en plus difficile à protéger. Ça a permis notamment à notre armée de se mettre dans une dynamique de, si vous voulez, mutation. Parce qu'elle doit être capable de faire face aux défis de l'ère moderne. Ça a aussi aidé peut-être à renforcer au niveau national la conscience d'une certaine, comment je vais dire ça, on est liés, on est censé cheminer ensemble et ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Ça c'est pour le oui. Mais pour le non, c'est parce que je pense quand même qu'au niveau du sud du pays, on sous-estime beaucoup la gravité de ce qui se passe. On en parle en termes très légers, notamment quand on parle de rébellion, quand on parle d'instrumentalisation occidentale, quand on parle du décrit de l'extrême nord et le nord du pays, bref, le grand nord comme une zone à part où il serait plus facile de faire un certain nombre de choses. Je crois que beaucoup de Camerounais de cette partie du pays, quand ils nous écoutent dans les chaînes de radio et télévision du Sud, ont l'impression qu'il y a une pleine prise de conscience. Et ils sont d'autant plus choqués que sur le plan maintenant humanitaire, sur le plan social, sur le plan économique, il y a de graves manquements, il y a la spoliation continue des élites qui ne fait pas l'objet justement d'un émoi suffisamment à la hauteur dans le Sud. Je prends deux illustrations. Vous vous souvenez qu'en 2012, il y a eu des inondations du fait de qui ont causé le brisement de la digue de Maga. De nombreuses populations ont été déplacées et il y a eu un élan national, il y a eu des ressources qui ont été affectées à la prise en charge des populations. Est-ce que vous savez que ces ressources ont été détournées de façon significative? Est-ce que vous savez que ce qui avait été promis par le président n'a toujours pas été totalement implémenté? Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, il y a des populations qui ne sont pas encore retournées dans leur zone d'habitation? Et plus grave, la digue qui devait être renforcée a connu des travaux, mais qui sont encore du bricolage, parce qu'actuellement, au moment où je vous parle, oui, on a quelques semaines de la saison pluvieuse, il y a de graves menaces. Oui, ça, c'est un fait. Sur l'autre fait, c'est les éléments, par exemple, de la gestion des populations internes déplacées. On voit bien que parce qu'il y a le système onusien, il y a une meilleure prise en charge des réfugiés qui sont des étrangers chez nous. Mais les Camerounais eux-mêmes, il n'y a pas de système à l'image de ce que le système onusien met en place pour s'occuper d'eux. C'est grave. Donc, est-ce qu'on peut donc parler d'unité nationale quand on a l'impression que le gouvernement, l'État, qui incarne, si vous voulez, notre aspiration collective, l'unité, ne traite pas, voilà, de façon équitable toutes les populations? Parce que cette population qui sont actuellement dérangées par à la fois le terrorisme et les autres maux, ne voit pas vraiment la sollicitude, parce qu'il ne faut pas confondre les opérations de cœur, là, contributions, etc., qui ont été faites et qu'il faut saluer à la réponse institutionnelle pour prendre en charge ces défis. Là, une fois de plus, le gouvernement est quelque peu indexé. Cette manière de gérer parfois la ressource, alors qu'on parle généralement de partage du gâteau national, mais quand dans les faits, tel n'est pas toujours le cas. Il y a le Sud quand même, quelque peu délaissé. Il y a l'Est, il y a même dans le littoral, la Sanaga-Maritime, le CAM, sont pourtant des parties du pays suffisamment riches et qui contribuent énormément à l'effort de guerre, du développement du Cameroun. Est-ce qu'on peut parler d'unité dans ces conditions? Heureusement qu'en parlant, vous avez mis un bémol à ce que disait M. Frankessi, qui a semblé relever les manquements du gouvernement dans le Grand Septentrion, en guerre contre les terroristes de Boko Haram. Vous y avez ajouté le Sud, l'Est, et même chez nous dans le Nkam, la Sanaga maritime, où il y a beaucoup de choses qui auraient dû être réalisées, mais qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que le gouvernement, conscient de cela, est en train de préparer des politiques pour répondre à ces attentes. Mais cela dure quand même, hein, monsieur Etienne. Oui, ça dure, mais voyez-vous, dans un système où
il y a des gens qui jouent contre l'intérêt Mais général. finalement, c'est le même discours. Oui, que vous c'est tenez le pour tous les même, problèmes. tout autour de cela. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut que le président de la République se débarrasse de tous ces voleurs-là. Mais il le fera quand? Et il va le faire Et d'ici de peu. manière... Il va le faire de manière spectaculaire cette fois parce qu'on en a marre. C'est incroyable qu'à peine un ministre revenu à un poste, il fait payer plus de 400 millions aux gens. Voilà. C'est comme ça donc. Ces gens qui se croient providentiels doivent partir. Ils doivent partir, sinon ils vont créer une situation irréparable au Cameroun. Moi, je voulais dire deux choses, deux autres aspects. Vous savez, le CPP a commis une déclaration qui, à sa manière, précise ce sur quoi nous devons, à l'occasion de cette fête de l'unité nationale, nous appesantir. Et la thématique que nous avons choisie, ce n'est pas sur le terrorisme, mais c'est plutôt sur l'exclusion. Parce que pour renforcer l'unité nationale, il faut combattre l'exclusion. Au Cameroun, actuellement, nous avons trois types d'exclusion. Une exclusion politique, une exclusion économique et une exclusion sociale. Sur le plan politique, nous sommes l'illustration. Nous faisons partie de ces groupes de Camerounais à qui, on ne permet pas de tenir des réunions et des manifestations publiques pour s'exprimer, pour contribuer et pour apporter leur pierre à la construction d'un Cameroun uni et prospère. Oui. 2, ça fait 5 ans, je vous le dis, lors de la célébration solennelle à Yaoundé, qu'on ne nous permet pas de participer comme les autres partis. Nous ne sommes pas les seuls. Cette année, on a étendu ça à l'ensemble des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Troisièmement, on observe qu'il y a un système électoral qui a été réformé en 2012 et que nous avons décrié et qui nous met un peu dans une situation que j'appelle la situation censitaire. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont de l'argent peuvent se présenter à des élections. Quand on prend encore les mêmes indicateurs du gouvernement, notamment le dernier rapport de l'Institut, oui, c'est un facteur d'exclusion. Donc il faut combattre ça. Et sur cette question, nous avons des propositions pour illustrer qu'on peut gérer différemment. Sur le plan social, pour aller rapidement, est-ce que vous savez que 3,5 millions de Camerounais souffrent d'un handicap? Et il a été voté une loi qui, en 2010, leur octroie cet nombre de facilités à la santé, à l'éducation, etc. Depuis 2010, encore cette fameuse présidence, le décret d'application n'est pas signé. Actuellement, le CPP est aux côtés d'un collectif de 43 organisations d'handicapés pour faire un plaidoyer pour que justement on applique votre décret et qu'on donne les moyens pour que ces Camerounais ne se sentent plus exclus. Parce que nous tous, on est potentiellement des handicapés. Donc c'est important que dans la façon dont on construit les édifices, on construit le système sanitaire, le système éducatif, on pense à nous, parce que nous sommes des Camerounais à part entière. Voilà, là vous êtes allé au-delà de l'ethnocentrisme. On sait également que le professeur Moukoko Priso a justement souligné avec beaucoup d'intérêt que c'est l'une des gangrènes qui pourra détruire le Cameroun dans un proche avenir. Ben, pour le repli identitaire. Commencer par ce qu'il parlait, mais monsieur Franck ici, vous voulez dire que tous les immeubles anciens, là, on doit les raser parce qu'il faut y mettre des facilités d'accès dans les bureaux Je n'ai pas dit de raser. C'est vous, qui dites de raser. Mais moi, je vous le dis. On peut les aménager. Tous les immeubles nouveaux. On peut les aménager. Tous les immeubles nouveaux tiennent compte de ce facteur-là. C'est faux. Oui. Oui. Faux. Tous les immeubles nouveaux. Oui. Et même si, qu'est-ce qu'on fait? On délocalise vers le bas certains postes, certains services. Mais c'est pas ça qu'il s'agit pas de la loi de façon générale qui doit connaître son décret d'application. On fait avec ce qu'on a. Hein? Voilà, c'est ça la différence fondamentale avec nous. Non, laissez ça. Ce qu'on a, ça veut dire quoi? C'est la théorie. Écoutez, non, la loi, c'est pas la théorie. Si on peut la loi, ce n'est pas la théorie. On peut mettre un dispositif. La loi, ce n'est pas la théorie. Si on met un dispositif palliatif qui consiste à déplacer des fonctionnaires qui vont... Je prie pour vous que ni vous ni aucun de vos enfants ne soit demain handicapé, parce que ce type de propos est inacceptable. Non, je vous prie, parce qu'avec votre attitude, avec vos réponses, c'est inacceptable. J'ai l'impression que vous pensez que nous sommes aussi développés que les pays dont allons au-delà de ces vous citez tout le temps. Sortez de la mentalité du sous-développé. On a parlé tout à l'heure de l'ethnocentrisme. Oui. Et on a comme l'impression qu'il y a également le tribalisme exaspéré qui se pratique au quotidien, même parfois dans nos administrations. Il y a des administrations où on ne parle que certaines langues. Qu'est-ce que vous voulez? Nous étions dernièrement à Douala Premier, nous recevions la visite du gouverneur dans le cadre de sa tournée économique sociale et de prise de contact. Les chefs de Vouri
ont parlé de toutes ces choses que je ne voudrais pas détailler ici. On a parlé de cette pratique qui consiste de nommer un directeur général et qui recrute des gens sans tenir compte de certaines réalités. Lesquels? Celle qui consiste à ne pas marginaliser les autochtones, vous comprenez? Donc, il faudrait plus vous revenir dans le principe de l'ethnocentrisme. Ce n'est pas l'ethnocentrisme, mais il y a des réalités. Par exemple, les peuples... En réalité, c'est le peuple du Vouri. C'est la compétence qui devrait Non, non, les peuples du Vouri, par exemple, leur arrière-cour, leur forêt, leur billes de bois, c'est le Vouri. Alors, le port a tout occupé. Ailleurs, quand on coupe les billes de bois, il y a des redevances qu'on verse aux populations sous forme vous aurez voulu d'école qu'on et tout nomme ça. Des gens du littoral? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que nous avons proposé que le port de Douala reverse des redevances aux populations de Vouri. Vous comprenez? Parce que c'est là où ils allaient faire leur pêche qui leur permettait de vivre. Aujourd'hui, cette pêche-là ne peut plus se faire en raison du port et de la nuisance des bateaux. Il faut qu'on pense à cela. Donc, il ne s'agit pas de repli identitaire qu'on ne prenne pas les gens par rapport à leurs compétences, mais que ça soit plutôt parce que vous êtes de telle région. Mais aussi, il y a ce que dans certains services, on n'y parle que le patois. Ce n'est pas qu'à Douala. Allez à Yaoundé, à la communauté urbaine, vous entendez ce qui se dit là-bas. Ok, vraiment, juste un mot pour sortir sur le problème des indemnisations. Avec ce qui s'est passé au port de Kribi, est-ce qu'on peut croire finalement, justement, on n'a plus beaucoup de temps, on peut croire qu'on est sorti, on va sortir finalement de l'auberge, de cette manière de faire où ceux qui sont nommés ou ceux qui ont des postes de responsabilité peuvent décider n'importe comment de prendre n'importe quelle décision. Je ne crois pas, et c'est pourquoi j'aime bien rappeler la responsabilité de M. Biya, parce que actuellement, une des personnes qui a cautionné ça continue à être aux affaires, c'est le ministre Motazé, et je dis, c'est son collègue du RDP, c'est le député Martin Oyono, qui l'affirme dans tous les médias. Il a dénoncé cette affaire depuis plusieurs années, depuis 2011. Et une des personnes qui a couvert, une des personnes qui a empêché que la vérité soit connue, et une des personnes qui a freiné des 4 freins pour que ça aboutisse, c'est M. Motazé, qui, comme vous le savez, a tout le soutien et la confiance du président de la République. Donc, je pense que c'est co-substantiel à ce leadership politique. Et pour moi, pour revenir à ce par quoi on a commencé, est-ce que des gens qui vivent de la mafia vont réformer la mafia? Je laisse ceux qui nous regardent. À eux d'en juger. Monsieur Etienne, un mot? Ben, moi, je dis que ce qui s'est passé au niveau de l'indemnisation des riverains du port en eau profonde. Le problème se pose également à Douala. C'est la source. Oui, j'en sais avec le projet du pont sur l'eau. Oui. Ben, quand vous voyez comment est-ce que c'est... Il y a le gouverneur, il y a le préfet, il y a les sous-préfets. Quand c'est le préfet qui se charge de donner l'argent aux gens, il y a un problème. Pourquoi lui? Pourquoi pas ses collaborateurs? Pourquoi cette opacité? Pourquoi pas une commission? Pourquoi pas une commission? On se retrouve en train de donner l'argent à Bonantonais à quelqu'un dont on ne connaît pas l'existence. Des choses comme ça. C'est pourquoi on favorise. Ceux-là ont volé. On a laissé, depuis 2010, on a laissé 6 ans passer. Ils ont connu des promotions de sous-préfet à premier adjoint préfectoral et à sous-préfet de Banganté. Et quelques jours après, on vient le prendre avec les ménodes. Bon, ben, je crois que le président est très mal entouré. Il faut rapidement que, après ce forum, qu'il mette une équipe de combat qui va travailler avec beaucoup de jeunes. Pour améliorer le climat des affaires. Si c'est les mêmes prévaricateurs là, on n'ira pas loin. Voilà. Alors on espère, monsieur le chef de l'État, que vous avez certainement compris les doléances de M. Edouard Yetchan et de Franck Kessi qui étaient sur ce plateau. Merci Franck Kessi. Merci. Merci également à vous, monsieur. Oh ben moi, c'est que moi qui vous remercie et merci à Franck Kessi qui, pour une fois, n'a pas beaucoup tiré sur moi. Peut-être que nos points de vue se rapprochent. On vient prendre une carte chez nous. D'accord. En attendant que M. Franck Kessi migre pour le RDPC, je crois que
le chemin encore long. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir, une fois de plus, été des nôtres pour cette autre édition du débat. Merci à Yves Tadjofo qui assurait la réalisation de cette émission. Et à dimanche, s'il plaît à Dieu. Au revoir.